segenile parafina musulu ninko musulu toroli liba musulu toroli musulu nyaninini amola musulu nyanina musulu segena Ethiopia musulu segena musulu torolini Rwanda musulu nyanina musulu segenile Maliba musulu segenile Hadudini nunakorosika Wuluka gelende se asubule konima musulu segeni musulu segenile musulu segenile Faramfina musulu torola musumana konota Afollo bada minara Anyana mini bada minalini musulu la farida fada mina Wani kunudu sera kalororo Asonkuna da minara So bada minalini Alukode kusile boto Wani kunudu sera kalosigino Sina fada minara Ada fada minalini Musulu la shinya nada minara Muso ya kumfeni Kunide ulo muso ya kumfena Muso ya kumfena Muso la sirito ya kumfen Adike kono le di molo Adike kina le di molo Adike foto le di molo Wabari masale kulona Mkono ye dimina Kono dimina minera Dimina Mkono ye dimina La 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 wine Nyedale werera Nyedale werera Nyedale werera Ne wolo babere mambina Konidi nino sorola Anyande nino madonna Fanyidi nino korosi musula kalu wolo dinti jigo Ifudu cheda bairo Koni wolo de ninta bairo Sigenyo marubi jampa Mo wolo de ninti jampa Bari machugu bia konia Koni wolo de ninti konia Ayedi no korosi musula kalu wolo dinti jigo Tunyale wolo Tunyale wolo Alima musulu ringarisa Kuna suwaru sira Kepoli suwaru sira Ayewadi ni Kanike koro wolo dini nyote Isanji badu nara Anyande nino mafusu Ayedi nino korusi Kana tono kipono kono chida kono Kuni tele rungura Silipana tele de banabola Ayedi nino korusi Kana tono kela wula tele lako Musulu ebo Dununya musulu Aywiri ayibara Musulu ebo Bonjour, très chers amis. Avec tout mon respect à nos mamans, à nos sœurs, cette brave femme qui se lève à 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin pour aller chercher ses condiments, ses marchandises à Koya ou à Fourkaria dans le Grand Conakry. À 5 heures du matin, avec toutes les difficultés, il arrive à Madina. Bon, on le dit subitement que son étal qui était là n'existe plus.
qu'il n'a plus de marché là où il faut vendre. Parce que quelqu'un a décidé. Elle prend ses courages à deux mains pour aller au marché de Ratoma. Là-bas, on l'a fait comprendre que la place, là où elle doit vendre, a augmenté de 200%. 25 000 francs qu'elle payait avant est devenu 150 000 francs comme taxe de marché. Son mari est décédé. Son fils de 34 ans, qui était l'espoir de la famille, a disparu depuis 2 ans. Il se pose la question, bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ce sort? Voilà, très cher ami, ce que nos compatriotes vivent actuellement en Guinée. À travers cette pauvre femme, je m'adresse à tout le peuple de Guinée. Je m'adresse à ce peuple brave, digne, qui, en 1958, le 28 septembre, seul contre tous, a dit non. Il a dit non à De Gaulle. Il a dit qu'il préfère la dignité dans la pauvreté que l'opulence dans l'esclavage. Aujourd'hui, quelqu'un qui se dit de nôtre, mais Mamadi n'est pas de nôtre. Mamadi n'a rien d'un digne fils guinéen. Mamadi remet en cause le sacrifice de nos grands-parents, le sacrifice de nos devanciers pour remettre notre héritage commun qui est la Guinée sur un plateau d'or à la France de De Gaulle, dont le petit-fils aujourd'hui, Macron, dit que ce que son grand-père De Gaulle n'a pas pu faire en 58, lui, à quelques 9 mois de la fin de son mandat, parce que Macron irait en avril, le 6 avril 2027, Macron ne sera plus là, il sera plus président de la France. Mais il dit qu'avant son départ, ce qu'il a promis à De Gaulle, c'est l'humiliation. L'humiliation de nos devanciers, le sacrifice de nos pères et de nos grands-parents. Grâce à qui? Grâce à Mamadi. Aujourd'hui, la Guinée n'appartient plus aux Guinéens. Mamadi a vendu notre pays. J'aurais appris que dans les jours prochains, qu'il ira voir son patron, son maître Macron, qu'il est invité en France, soi-disant. Nous, on ne combat pas le peuple français. On n'a rien à faire avec le peuple français. Mais on combat tout système de domination et de l'impérialisme, que ce soit en Guinée ou d'autres pays en Afrique. Nous sommes une génération qui ne se laissera pas marcher sur les pieds comme ça fut dans les années passées, nos grands-parents. Nous sommes prêts à mourir pour la dignité de notre peuple.
Mamadi va essayer, certes, mais nous le dirons que c'est une peine perdue. Parce que la Guinée ne va jamais retourner dans le giron de la France. Nous avons dit non à De Gaulle. Et toute l'Afrique a pris la Guinée comme l'exemple. Parce qu'on a été le porte-flambeau de l'émancipation des peuples africains. Moi, je suis né dans cette période. J'ai connu la révolution. J'ai grandi avec la révolution. Mamadi, certainement, n'était pas né dans les années 60, 70. Mais nous qui avons été forgés de cette révolution, c'est un nouveau type de Guinéen. Certes, aujourd'hui, les plus jeunes ne connaissent pas, ils n'ont pas cette appartenance, ce sentiment d'appartenance à un pays dont la fierté est collée sur la peau. Pour nous, la Guinée, ce n'est pas seulement un pays. La Guinée, c'est un symbole en Afrique. Je vais m'adresser, parce que, voyez-vous, le mal de la génération actuelle, je dirais comme ça, c'est de ne pas trop s'intéresser de l'histoire de notre continent. Au-delà de nos pays, mais l'histoire de l'Afrique. Les plus jeunes ne s'intéressent plus. Ils ne parlent plus avec leurs grands-pères, grands-parents. Certes, ils n'ont pas eu la chance, je dirais comme ça, de connaître ces grands idéologues de l'Afrique, les pères fondateurs de nos continents. Je vais parler de Kwame Nkrumah, de Modibo Keïta, de Sékou Touré et de tant d'autres. Mais ils ont laissé les écrits. Aujourd'hui, il y a tellement d'écrits, de vidéos, d'audio. Ils peuvent apprendre. Moi, ma jeunesse, je partais ce qu'on appelait à l'époque école révolutionnaire, je crois, CRR. C'était l'école révolutionnaire locale. Le matin, avant de rentrer dans les classes, il fallait réciter un slogan du parti. Et autour de moi, à l'époque, à la fin de la montée, disons, du drapeau, on disait à bas les fantoches, au fouet et Senghor. Ça, c'était ancré dans notre langage. Quand tu rentres en classe, sur le mur, c'est écrit les grands héros, les héros africains, ceux qui sont battus pour le continent. Il y avait la photo d'Alimami Samori Touré, de Jogolo Toba, d'Alpha Yaya Diallo, de Dina Salifou, du Péanzin, des grands héros africains, guinéens, mais aussi africains. L'idéologie était une matière qu'on enseignait. L'amour de la patrie. C'est dommage. Donc cela nous a donné ce que nous sommes aujourd'hui. On peut tout reprocher du régime de Sékou Touré.
seule la conscience, l'amour du parti, l'amour du pays. On a été berné dans ça. Donc quand je vois les petits manèges, les arrangements, Mamadi fait débarquer les Français, il retire les licences d'exploration ou d'exploitation des mines, il le retire à des Guinéens pour donner à des Français, parce que sa femme est française, parce que lui-même il est légionnaire français, donc 50% français. Je me dis, toute chose a son temps. Mais il y a un temps pour tout. Mamadi s'amuse. Que Mamadi aille en France, qu'il soit invité ou non par Macron, qu'il va pour se traiter ou non, Mamadi ira. Mamadi doit partir par tous les moyens possibles. Et Mamadi ira. Je m'adresse à l'armée guinéenne. Nous savons que l'armée guinéenne, cette institution républicaine, est issue du peuple de Guinée. Nous savons bien qu'avant 2010, notre armée était une armée républicaine. Nous savons aussi qu'après le coup d'État, Mamadi a créé une armée dans une armée. L'armée guinéenne aujourd'hui n'a rien à voir avec l'armée guinéenne qui était là avant le coup d'État. Mais il suffit de remarquer combien de fois on a entendu les bavures. Cette petite fille qui a été tirée à bout portant par un élément des forces spéciales à la Sigmanina. Ou dans une boîte de nuit où on abat les gens, les forces spéciales. Et partout aujourd'hui à Conakry. Ce proche de Mamadi, Kilo, semblerait, le garde-corps de Mamadi, qui est parti humilier le directeur d'une école parce que ce dernier a renvoyé son fils qui a fait du rasta mal coiffé, lui dit au professeur, au fondateur de l'école, tu auras affaire avec moi, tu sauras ce que je suis, l'abus du pouvoir. Nous vivons dans ça l'arbitraire, parce que c'est l'argument des faibles. Mamadi se dit, et tous ses amis proches, qu'il a pris la Guinée par la force et va diriger la Guinée par la force. Mais Mamadi, tout ce que Mamadi fait aujourd'hui, c'était prévisible depuis le 5 septembre. Mamadi n'est pas venu pour la Guinée, mais Mamadi est venu détruire la Guinée. Tout ce qu'on a fait du bien. Parce que la France coloniale ne veut pas voir la même Guinée qu'il a dit non en 58 et en 2026 être le porte-flambeau de l'émergence de l'Afrique. La France ne veut pas voir ça. Pourquoi Mamadi a détruit l'armée républicaine malgré des milliards et des milliards de francs guinéens qui ont été investis à la réforme de l'armée guinéenne? Il y a un général à la retraite, un général français qui disait en Guinée, c'est pas la réforme de l'armée qui a été faite, mais c'est une révolution qui a été faite. Qui dirait ici, après les réformes, avant le coup d'État, qui pouvait rencontrer un militaire en tenue avec les armes dans une boîte de nuit? Ces centaines et des dizaines d'officiers qu'on est en train d'éliminer un à un. Toumba était à la prison centrale. Avant le coup d'État, il avait fait plus de 5 ans à la prison centrale. Il a fallu Mamadi pour qu'on ne parle plus de Toumba aujourd'hui. Saliba
Il était le commandant de camp de Samoria. Il a fallu Mamadi pour que Sadiba, on ne parle plus de Sadiba aujourd'hui. Claude Pivy. Ah, Coplan. Qui ne connaît pas Coplan en Guinée? Mais il a fallu ce criminel, il a fallu que Coplan rencontre son malheur sur le chemin de Mamadi pour qu'on ne parle plus de Coplan aujourd'hui. Sélection qui a été appelé dans son bureau par Bala Samoura. C'est son corps qu'on a montré à sa femme. Et jusqu'aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, ils n'ont pas encore remis le corps à la famille de Sélection. Et Cheikh Ousmane, ce jeune soldat qui a sauvé un enfant de 8 ans dans un immeuble qui avait pris feu à Bessia. Il a été reçu par le professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, Cheikh a disparu, ça fait 3 ans. Que disent ces centaines et de centaines de militaires qui ont disparu miraculeusement? Tous les jours que Dieu fait, on nous parle. Mais ce qui est triste dans ça, on interdit même à des familles d'en parler, de parler de la disparition de leur fils, de leur frère ou de leur père. Mais dans quel monde sommes-nous? Ce cauchemar, ce danger, cet esclave qui est Mamadi, c'est le démon. C'est le démon. Mamadi est né dans le sang. Le crime, l'assassinat, ça fait partie de l'ADN de Mamadi. Très cher officier, sous-officiers, soldats, l'heure est venue pour vous d'être au bon côté de l'histoire. La loyauté au peuple. Vous devez être loyal à ce peuple dont vous êtes issus, mais pas à ce groupe de criminels, à ce bande de brigands armés qui vous assassinent, qui tuent vos mamans, vos enfants, dans les quartiers tous les jours que Dieu fait. C'est à vous, chers soldats, de sauver, de protéger ce peuple innocent, humilié, piétiné, tué par un groupe de brigands armés qui sont accaparés de la puissance publique. À vous, très chers soldats, ce pays est livré dans la main des narcotrafiquants. Mamadi n'est pas de vôtre. Mamadi ne fait pas partie de l'armée guinéenne. C'est pourquoi il détruit l'armée guinéenne pour créer sa milice de mort. C'est de ça dont je vous parle aujourd'hui. Mes très chers soldats, le plus grand danger pour une armée, c'est la résignation silencieuse. C'est de voir le crime et fermer les yeux ou faire comme si rien n'est. Parce que le jour que ça va taper, que ça viendra au bord de votre famille, c'est ce jour-là que vous allez vous rendre compte. Ce n'est pas les exemples qui manquent. Combien de vos amis compatriotes du même corps militaires qui ont disparu depuis que Mamadi est venu? Mais dites-moi-le. Aujourd'hui, les militaires ne peuvent même pas se rencontrer en petits groupes par peur. Ils ne peuvent pas aller au baptême de leurs amis. Même au téléphone, ils ne peuvent pas téléphoner. Il a tué la solidarité dans votre corps.
Mais qu'est-ce qui reste maintenant? Croyez-vous qu'en restant comme ça, disons, passive, faire, disons, la princesse, que Mamadi va vous laisser? Mamadi va vous éliminer un à un. Parce que Mamadi est condamné à mort. Par la maladie, il est condamné à mort. Psychologiquement, le poids de pouvoir le condamne aussi à mort. Tout le monde, on n'a pas besoin d'être médecin. Dès qu'on voit Mamadi, on sent que ses jours sont comptés. Donc quelqu'un qui est à la fin de sa vie, il vous tue n'importe comment, à la pagaille comme ça, là. Et autour de lui, les clans qui sont là, ils disent on va tout nettoyer. Tous les militaires susceptibles de s'opposer à nous, nous allons les éliminer avant que Mamadi n'aille, quoi. C'est ce que Bala Samoura fait, c'est ce que Kilo fait, et d'autres groupes d'Idi Amin. C'est pourquoi vous voyez, c'est la purge. Mais vous êtes assis, vous êtes conscient parce que vous voyez, hein, tout ce que je raconte comme ça, vous êtes conscient de cela. Moi, c'est les amis militaires qui m'ont confié. Ils m'ont parlé. Ils disent nous sommes enchaînés par la peur parce que personne n'a confiance à l'autre. Mais dans une telle situation, tu n'as même pas besoin de se mettre d'eux. Ce petit Bilakoro, quand il fait ces balades-là dans Kaloum, tu fais sortir ton fusil, tu le mets une balle dans la tête parce que c'est la légitime défense. Quelqu'un qui veut te tuer, si tu as l'occasion d'éliminer à l'avance, tu as pris ton revanche. Mais si tu attends qu'il vienne et te tue, paix à son âme, c'est ce qui est arrivé à Sadiba. Sadiba est mort. Bon, c'était trop tard. Au moment où il faisait sa prise de conscience, c'était trop tard. Ça trouverait qu'il n'était plus ce qu'il était. Toute dictature se nourrit du sang de ses partisans. Vous avez vu Mamadi? Tous ceux qui ont aidé Mamadi à faire ce coup d'État-là, il leur a tous éloignés. Soit il leur a éliminés physiquement, Petit Ghané, Kappa, combien? Plus d'une centaine d'éléments des forces spéciales. Pardon. L'Alia, il leur a éloignés, Alia a pardonné. Mais c'était les acteurs, sont eux qui ont fait le coup d'État. Mamadi n'était pas sur le terrain, Mamadi était à l'ambassade de la France, là. Comme c'est la France qui a financé, facilité le coup d'État, Mamadi était à l'ambassade. C'est-à-dire le coup échec, il rentrait dans l'ambassade. Comme là-bas on dit que l'ambassade c'est un territoire français en Guinée. C'était ça. Ceux qui étaient sur le terrain, c'est Alia, c'est Michel, c'est encore qui, mais tous ceux-ci, ils ont disparu. Qui parle aujourd'hui, le Léon Bangoura? Je ne sais même pas s'il est vivant ou mort. Tous ceux qui ont accompagné, qui ont effectivement, qui sont impliqués dans ce coup d'État, aujourd'hui, ils n'existent plus. Soit ils sont morts, ils sont en prison, ou on leur s'éloigne, loin. Mais il faut voir, même le père spirituel de Mamadi, le jour de l'enterrement de la fille de Kassouri, Idi Amin avait appelé Mamadi. Idi Amin, il était à Cuba. Mais en ce moment, il était venu pour, je ne sais pas, qu'il était venu en mission à Paris. Il a rencontré les officiers français à Paris et il a appelé Mamadi. Et Mamadi a mis ça sur le parleur devant les témoins. Il a dit à Mamadi, les Français sont d'accord. Le coup d'État devrait avoir lieu. Mamadi était ce jour-là à la réception de la fille de Dr Kassouri à l'hôpital chino-guinéen. Mamadi était là. Lui-même, il a dit qu'il était là. Le scénario, c'était quoi?
si le professeur Alpha Condé partait accompagner le corps à Fourkaria, comme la fille a été enterrée à Fourkaria, il semblerait à la dernière minute que le professeur Alpha Condé a désisté. C'était autour, on devrait faire l'embuscade au professeur Alpha Condé sur le chemin du retour de Fourkaria. Parce que ce coup d'État, ce n'est pas l'armée qui a fait le coup d'État. C'est un groupe d'infiltrés des forces spéciales. Ce groupe d'infiltrés, il y avait des Léonais dedans, il y avait des Sénégalais, il y avait des Bissau-Guinéens qui ont intégré les forces spéciales, qui ont fait les jeunes Guinéens qui étaient dedans. Il y a beaucoup qui ne savaient pas, hein, les jours du coup d'État. Leurs téléphones ont été saisis. Mamadi a saisi leur téléphone 4 jours avant, en leur trompant, en disant que c'est les exercices d'entraînement. Mais certes, il y avait certaines complicités aussi dans l'armée, telles que Namouri, par exemple, le chef d'état-major. Bon, certains parlent de commandant Barley aussi. Il y avait des complicités qui ont facilité. Sinon, ce n'est pas l'armée guinéenne qui a fait ce coup d'État. Mais bon, c'est à eux maintenant de corriger. Parce que vous savez, si vous n'arrêtez pas Mamadi dans sa folie maintenant, vous serez tous des victimes demain. Mamadi ne va vous laisser personne. Parce que Mamadi sait que lui va partir. C'est-à-dire, c'est même compté, c'est urgent. Donc, tous les officiers, j'aurais appris même les, comment elle s'appelle là, commando Faré ou celui de Bata aussi. En tout cas, les hauts officiers là. Ne soyez pas étonnés les jours à venir, vous entendez tel. Parce que je vous dis, ça dépasse la personne Mamadi même. Et s'il arrive à se retourner, parce que tout notre souhait qu'il reste en France là-bas, s'il va en France, qu'il reste là-bas. Comment comprenez-vous un chef d'État africain qui se dit, qui s'est autoproclamé président, à part son voyage pour le sommet d'Addis Abeba là, où il a piqué crise et on l'a envoyé à Singapour. Mamadi n'a pas fait une visite à ses voisins à côté. Parce que selon la tradition, quand tu es élu président dans ton pays, tes voisins les plus proches, tu dois leur rendre la visite. On a vu Diomaye Faye du Sénégal, ça a été la même chose, la première élection de Alassane Ouattara ou d'autres en Afrique. C'est partout, c'est la tradition. Mais Mamadi, à part le sommet de l'Union africaine, là, il réserve sa première visite à l'extérieur, la France. Ça veut dire tout. Ça veut dire tout. C'est-à-dire, Mamadi n'est pas là pour la Guinée. Mamadi n'est pas là pour les Guinéens. Il faut que les gens comprennent ça. Nous avons affaire avec un facho, un pion de la France, mais nous n'allons pas nous laisser faire. Je sais que même le dernier des Guinéens aujourd'hui dira que non, la Guinée ne va pas. Ils vont tenter, ils vont essayer pour les courtes périodes. Ils vont profiter comme ils sont en train de détruire Sigiri et tous, ils prennent. Mais la recherche d'un pays est infinie. Surtout la Guinée. Dieu nous a tout donné. Mais parmi nous, il y a des malhonnêtes, il y a des indignes qui, à chaque fois que notre pays se met sur les rails, est prêt à faire les pas géants, ces petits microbes, ils viennent mettre leurs pieds dedans et nous bloquent. Parce que ce qui est plus dangereux pour un être humain,
c'est être manipulé par un autre qui se croit plus intelligent que toi pour détruire ton propre pays. Ça, je n'arrive pas à comprendre. À chaque fois, je me pose la question, je dis, mais qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à suivre les conseils de quelqu'un d'autre pour détruire ce qui l'appartient lui-même? Mais quelqu'un ne peut pas te dire, il faut aimer ta mère. Quand il te dit ça, c'est une insulte. Si toi, tu n'as pas la capacité de dire si tu es aujourd'hui vivant, c'est grâce à quelqu'un qui t'a mis au monde, en ce moment, je ne sais pas quelle est ta raison de vivre. Mes chers amis, comprenez bien, le pouvoir, ce n'est pas un homme. Le pouvoir, ce n'est pas un président. Le pouvoir, ce n'est pas un général. Le pouvoir, c'est un système. C'est ce conglomérat de personnes qui sont là, qui influencent. C'est-à-dire la personne qui se dit président, il est soumis à ce système. Parce que ce système le tient. Et nous sommes face à ce système. C'est ce système qui décide à notre place. Et ce système est contrôlé par trois choses. Le système qui contrôle tout pouvoir, surtout le pouvoir de Mamadi aujourd'hui, est contrôlé par trois choses. Il y a la force, il y a l'argent et il y a la propagande. La force, Mamadi se sert de sa milice qui appelle force spéciale pour tuer, pour kidnapper toute voix dissidente, tous les activistes ou les honnêtes Guinéens qui s'opposent à Mamadi. Il monte ses muscles, il a ses miliciens. Et même si tu n'es pas en Guinée, ta famille, Eli Kamano, ses enfants ont été enlevés à cause de ça. Le père de Babila a été kidnappé pour ça, parce que Babila n'est pas en Guinée. Eli Kamano n'est pas en Guinée. Même Tibou Kamara n'est pas en Guinée. Donc Mamadi va jusqu'à utiliser la méthode nazie. C'est ce que Hitler faisait au moment des nazis. Quand il vient arrêter quelqu'un qui n'est pas là, on arrête ton père ou ta mère, en tout cas un membre de ta famille. C'est la méthode nazie. Et cela est utilisé aussi par les cartels de drogue là. Pablo Escobar, quand tu négociais avec Pablo Escobar, il te demande ton CV, c'est pas dire l'école que tu as fait ou non, le nom de ton père, de ta mère, c'est-à-dire ta filiation, c'est ça. Et Mamadi a grandi dans le milieu des narcotrafiquants. Aujourd'hui, le Marocain-Belge qui est en Guinée, là, qui est condamné, dont Mamadi demande son échange avec les Koundounou et les, je crois, Ibrahima Diallo, les gens de FMDC. Ibrahima Al-Khalil, c'est un Marocain-Belge qui a fait une attaque, excusez-moi, qui a fait une attaque à main armée en France et qui est impliqué dans l'affaire de drogue. Il est arrêté en Guinée depuis 2022. Il était venu en Guinée, on l'a donné un passeport diplomatique parce que Mamadi était son garde-corps en Belgique, comme en Hollande.
Mamadi était son garde-corps, il y a même les photos dessus, j'ai mis sur ma... Donc, ces narcotrafiquants, Mamadi connaît le milieu des narcos. Donc, les narcos, c'est ça, c'est-à-dire la force brute. Parce que pour eux, le pouvoir se contrôle par ça. Mais au-delà de ces kidnappings, ces assassinats, tout ça, ça fait partie de ce système. Il y a l'argent. Parce qu'il faut acheter la conscience des gens. Il faut acheter la loyauté des gens. C'est pourquoi on distribue l'argent partout, on donne des véhicules à des artistes, on corrompt tout le monde. Parce que dans un pays où on rend volontairement, parce que Mamadi a rendu les Guinéens pauvres, c'est volontairement, c'est une stratégie de domination. Je vais rendre les gens dépendants de moi. Donc je distribue les véhicules, l'argent des gens pour qu'ils me soient redevables. Donc j'achète leur conscience. C'est pourquoi on voit, c'est-à-dire toute la richesse guinéenne là, est distribuée par les vanoupiers, les crieurs publics, les démagogues. Quand on parle aujourd'hui de la crise de liquidité, mais posez-vous la question, où est-ce que tout l'argent là est parti? Et vous voyez même certains communicants, je vois cette dame vulgaire là, qui s'exhibe sur les réseaux sociaux. Si l'autre fois il avait plus de 100 millions de francs guinéens, maintenant c'est le dollar qui balance. Voyez-vous? Donc, il vit de ça. Il faut manipuler foi. Donc, pour compenser, pour donner une force, après avoir fait la brutalité des gens, acheter la conscience d'autres, il faut accompagner ça par la propagande, par le récit démagogique, en disant aux Guinéens que l'avenir sera heureux. C'est ça leur Simandou 2040. C'est-à-dire, on te promet que ton avenir sera heureux et pourtant, ton présent est catastrophique. Toi, tu veux croire à ça? Quelqu'un qui te dit que demain tu seras heureux et qu'aujourd'hui, tu es malheureux et tu ne vois rien qui puisse te faire comprendre que demain, le bonheur t'attend quelque part. Parce qu'il ne faut pas être naïf. Pour être heureux demain, il faut commencer à construire aujourd'hui. Il ne faut pas que les gens vous vendent le rêve. Mais comme je disais, donc si nous sommes contrôlés par les forces spéciales, c'est-à-dire on est contrôlé par la peur d'être tué, la peur d'être kidnappé, la peur d'être assassiné. Et mais aussi, si nous sommes contrôlés par l'argent, c'est pour acheter notre fidélité et notre soumission qui tue en nous notre dignité. Et tout cela, on vient agrémenter tout ça par les récits démagogiques, c'est-à-dire les propagandistes qui sont là pour flatter. Mamadi est en train de faire ça, Mamadi a fait ça, Mamadi a fait ça. Et ils ne parlent que du bon côté de Mamadi. Mais ils le font pour occuper notre esprit, parce que il est plus facile de mentir à un peuple que de le convaincre que ce qu'on est en train de le dire, c'est du mensonge. Surtout quand le mensonge est vendu. C'est-à-dire, on te donne l'argent en te mentant. Donc cette manipulation de masse, c'est ça le pouvoir de Mamadi. Et ça va même au-delà de la manipulation. Mamadi, qu'est-ce qu'il fait?
Nous sommes emprisonnés par un système. Et ce système, Mamadi qui est à la tête, certes, mais ça a des ramifications. Ces ramifications, ces branches, il y a Bala Samoura, il y a Amara, il y a Ousmane Gawa, il y a Baouri, il y a tous ceux qui sont dans l'armada de Mamadi. Ses amis, mais au-delà des Guinéens, ça part en France. L'Élysée, Macron fait partir de ce système. C'est pourquoi, quand Mamadi emprisonne des gens, il le libère. Pour que ces personnes libérées soient à son service. Nous voyons actuellement en Guinée, les citoyens qui ont été emprisonnés injustement, à leur sortie de la prison, ils deviennent les porteurs de Mamadi. Mais comment comprendre cela? Toi, tu as été victime de l'injustice. On t'a mis en prison injustement. On te libère, tu deviens le propagandiste de celui qui t'a mis en prison, ton bourreau. Comment peut-il comprendre qu'une victime passe de collaborateur du régime qui a été son bourreau? Certains diront par exemple que c'est pour l'intelligence politique, c'est pour la résilience que la personne, c'est pour son survie. Il le fait pour ne pas qu'on le retourne en prison où il n'a pas de choix. Peut-être c'est vrai. Mais il faut savoir que la prison de Mamadi ne détruit pas seulement le corps physique, mais il détruit l'esprit, il transforme l'esprit de ses prisonniers. Mamadi tue à des prisonniers toute dignité et toute fierté. Mais imaginez-vous un instant, Bala Samoura passait au moins 4 fois ou 5 fois par semaine chez Dr Diani avant le coup d'État. Bala Samoura, certains même disaient que c'était le garde-corps de Dr Diani. Il passait tout son temps. Bala Samoura appelait Monsieur Amadou Damaro Nkoroba, c'est-à-dire mon grand frère. Vous savez, chez nous, il y a toujours les trucs démagogues. Pensez-vous que ces gens peuvent imaginer un instant que celui qui faisait semblant de leur respecter, de leur adorer, est aujourd'hui l'une des personnes qui dit à des gardes pénitentiaires d'aller leur torturer en prison, de leur retirer leur téléphone et de ne pas laisser l'accès à leur prison. Donc, quelqu'un qui a connu l'humiliation, qui a connu le silence et la peur entre les 4 murs, parce qu'il sait qu'il est rentré quelque part, il peut ne pas avoir la chance d'en sortir. Lucien Camara est mort en prison. Les Pivis sont morts en prison, les Toumba et tout. C'est-à-dire il y a eu tant d'exemples qui sont morts en prison. Quelqu'un qui est conscient de cela, qui ressort de cette prison, parce que on ne ressort pas de la prison en Guinée en étant la même personne. Donc après toute cette réflexion, et tu vois que l'injustice est tellement visible, fréquente, et que tout le monde sait ce qui se passe en Guinée, on te tue pour ne rien.
ce peuple qui devrait être sentinelle ou garant de la justice sociale est inactif. Il est passif. Parce que pour qu'un peuple agisse, il faut les leaders devant. Et Mamadi est venu avec la force de l'argent, l'intimidation et les propagandes. On a anéanti toute personne qui peut encourager ce peuple à dire stop. Donc cette inaction, ces personnes une fois sorties de prison, ils s'adaptent par conformisme. Donc ils disent, mieux vaut s'intégrer ou s'adapter à une situation dont on est impuissant pour le moment. Ce n'est pas par conviction, ce n'est non pas par amour, mais c'est par une stratégie de répit, de survie. Soit ils se taisent dans le silence avec la douleur. Aujourd'hui, Damaro, Monsieur Damaro est interdit de recevoir les visiteurs. Depuis qu'il est sorti de prison, après soi-disant qu'on l'a libéré, son passeport est confisqué. Il ne peut pas sortir du territoire guinéen, il ne peut même pas sortir de Conakry. Mais est-ce que ça, c'est la liberté? On le refuse qu'il parte pour ce traité, qui sort de la Guinée. Il est complètement libre, hein, soi-disant, du procès. Damaro est complètement libre du procès. C'est-à-dire le verdict qu'il a fait à la prison, qu'on l'a collé, on dit tu es libre, mais une liberté surveillée. C'est pourquoi deux fois je dis, certains jeunes qui disent ah, Kassouri n'est pas libéré, hein. Kassouri est mis en liberté provisoire. Kassouri, pour le cas de Kassouri encore, Damaro, lui, tout le jugement est fini, il est libre. Mais il est libre comme ça dans la bouche, il n'est pas libre. Pour Kassouri encore, c'est encore pire. Kassouri n'est pas libéré parce que le procès, le verdict de Kassouri n'est pas encore tombé, malgré qu'il a 5 ans, maintenant bientôt 5 ans en prison. Et le pire pour ça, c'est tuer ces cadres, les Kassouri, les Damaro, c'est de leur tuer à petit feu. C'est pour se dégager de la responsabilité si quelque chose leur arrivait demain. Je tape le bois. Mais Mamadi a tué ces cadres. Parce que quelqu'un peut tomber malade. Il peut avoir la chance de se traiter et de guérir de sa maladie. Tu peux perdre tout ton argent. Et puis, demain, tu montes une affaire, tu rattrapes tout ce qu'il a perdu. Mais quand tu perds ta dignité, quand tu perds tout ce qui, c'est-à-dire qui construit ton être humain, c'est que tu as tout perdu. Et Mamadi a tué l'amour propre. Chez Damaro, chez Kassouri, il a tué leur dignité. Les gens qui ont bâti leur carrière dans la dignité toute leur vie, et qu'un petit délinquant vient, il anéantit tout cela. C'est pourquoi des fois, leur silence et surtout la banalisation, et parce que ce qui est grave en Guinée, c'est qu'on banalise tout. On est devenu, c'est-à-dire, le plus grand danger pour une génération dans un pays, c'est la résignation silencieuse,
C'est-à-dire, tu es là, tu vois le mal, tu le vois, tu le vis. Tu dis, ah, je ne peux rien, je n'agis pas, je regarde le mal. Combien de fois certains amis ou certaines connaissances nous disent, ah, dis donc, on ne peut rien pour la Guinée. Mais même pas, pourquoi? Ah, mais arrête de parler, tu parles trop de la Guinée, arrête ça, parce que ça ne va rien changer. Mais je me pose la question, si nous tous on s'assoit, on regarde le mal, parce que de ne pas parler du mal, ça ne va pas faire que celui qui fait du mal, qui ne fera pas du mal, que tu le parles, à plus forte raison de ne pas dénoncer le mal au moment où on le fait. Moi, je crois, même si la personne il continue de faire du mal, mais il y a eu certains qui ont dénoncé en ce moment. Parce que de ne pas dénoncer le mal au moment où le mal se fait, après quoi, tu viens te dire, c'est de la lâcheté. Parce que la résignation à un certain moment, ce n'est pas de conformisme, mais c'est de la lâcheté. Surtout, beaucoup de Guinéens qui sont à l'extérieur, je dirais au pays, tu parles seulement, on vient, on tombe dessus. À certaines mesures, on peut comprendre. Mais nous qui vivons en Occident, dans les pays développés, et on a peur de dénoncer l'humiliation, l'assassinat, les kidnappings de nos frères, de nos compatriotes au pays, je trouve ça lâche. Vraiment, je trouve ça... parce que tout le monde peut dénoncer le mal. Peut-être, vous pouvez ne pas faire comme nous, faire les duos, non, mais vous pouvez faire les écrits. Il y a des groupes WhatsApp partout, mais se cacher derrière un mur, dire, ou bien entre 4 personnes là, dire ça, je trouve ça... Bon. Mais ce qui est grave, je dis, le pouvoir, c'est le système. Et quand le système prend le pouvoir en jeu, les hommes ne sont que les acteurs. Donc il est très difficile, et voire même de fois, je me dis que le silence des les gens qui ont été en prison, on leur libère, ils deviennent soit collaborateurs du régime Mamadi ou ils restent, ils s'imposent la résignation et le silence par peur d'en subir ou encore par peur de perdre tout le reste, voire même leur vie. Ils vivent dans une prison invisible parce que tout Guinéen aujourd'hui est en prison à ciel ouvert en Guinée. Mais regardez, l'insécurité, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on ne te dise pas qu'il y a eu, on a ramassé un corps à Kobaya, l'autre jour c'était à Lambani, à Ratoma, à Kankan, à Kindia, tous les jours. Et pourtant, notre pays est militarisé. C'est les milliards qu'on investit dans l'armement, mais ils n'arrivent même pas à faire des patrouilles. Et on n'arrive pas. Tu prends, le président est militaire, celui qui se dit président, il est militaire. Tous les préfets de la Guinée sont des militaires. Les gouverneurs sont des militaires. Et beaucoup de sous-préfets sont des militaires. Mais la Guinée n'a jamais connu l'insécurité dont nous vivons aujourd'hui. Donc, au-delà de l'insécurité, il y a aussi la misère. La crise de liquidité qu'on parle là, ce n'est pas tombé du ciel. C'est les conséquences de la malgouvernance du pays. En économie, tout acte a une conséquence, ça donne un résultat. Et le résultat de la mauvaise gouvernance, c'est ça, la crise de liquidité. Ils ont essayé les planches à billets. Même le trop plein d'argent qui était retiré sur le marché au moment, parce que la masse monétaire, ça se contrôle.
Une banque centrale qui ne peut pas contrôler le volume d'argent, ce n'est plus une banque centrale. Parce que le premier boulot du gouverneur de la banque centrale, c'est la régulation. C'est la régulation économique. C'est connaître le volume, la masse monétaire qui doit être en circulation. Quand il y en a trop, tu retires. Quand il y a peu, tu ajustes. Mais un gouverneur qui ne peut pas faire ça, une banque centrale, ce n'est plus une banque centrale. Parce que le premier outil de travail d'une banque centrale, c'est l'argent, la monnaie. Mais s'il n'a pas la maîtrise sur la monnaie, sa raison d'être. Donc, toutes ces crises qui font que ceux qui sont libérés de la prison, ils deviennent des collaborateurs de ceux qui les ont mis en prison. C'est le cas de notre ami là, excusez-moi. LCC est devenu, mais moi je le comprends. La prison ne détruit pas l'être seulement physiquement. Tu es détruit non seulement physiquement, mais ça transforme ton esprit. C'est-à-dire, ça détruit l'humain en toi. Tu deviens un homme manipulable. Parce qu'on a détruit tout ce qui était sacré en toi. C'est pourquoi beaucoup de jeunes qui se disent aujourd'hui supporters partisans de Kassoul, ils sont dans ce cadre. Il y a une certaine loyauté née de la peur. Ils se disent partisans de Mamadi, mais ils ne sont pas partisans. Ils ne le font pas par conviction. Ils le disent sur les réseaux sociaux, mais quand tu parles avec eux, tu sens que leur engagement, c'est par peur de ne pas perdre leur leader. Donc c'est une stratégie de survie. Certains le poussent à l'extrême, ok, ils disent n'importe quoi et tout ça, mais on voit qu'il n'y a pas de vrai dedans. Parce qu'aujourd'hui, le Guinéen est forcé à aimer quelque chose qu'il déteste. Quelqu'un ne peut pas venir violer ta fille chez toi et que tu l'applaudis. Et tu dis que c'est la faute à ta fille parce qu'elle a porté une jupe courte. Ce n'est pas possible. Une famille qui sait, la famille de Toumba sait que Toumba a été tué par Mamadi. Quand son père dit que grâce à Mamadi que Toumba était devenu populaire ou tout ça là, certains racontent, il ne le fait pas à son âme et conscience, parce qu'on l'a dit de le dire, et que avec une telle déclaration, il n'arrive pas à faire le deuil de son fils, malgré que son fils s'en tiré, parce que la vérité, il n'arrive pas à évacuer la vérité de ce fils. Toumba, 2 jours avant sa mort, il a envoyé une commission à son père en lui disant « Ils veulent me tuer, ils veulent m'assassiner ». Il avait 13 000 $ qui étaient sur lui et 8 500 000. Il dit, je vais donner ça à mon ami pour te remettre, parce que quand il vient, ils vont me tout me retirer. Toumba est mort, ils ont présenté quoi? Même pas à sa famille. Hein. À Koya, on n'avait déposé que 7 000 $. Sur les 13 000 $ que Toumba avait, c'est 7 000 $ qui a été déposé, qui a été enregistré par la prison de Koya. Et sur les 8 millions, c'est 2 millions qui a été enregistré à Koya. Mais quelqu'un qui dépouille même le cadavre. Toumba a été tué par Kilo. Kilo, là, c'est le garde rapproché de Mamadi. Mamadi a dit qu'il faut éliminer. Parce que Kilo, il paraît, son père, c'est un grand féticheur et tout ça. Il a dit, si Toumba sort de prison, que c'est fini pour Mamadi. Ils ont tué Toumba. Certains même disent, c'est pas son corps qui a été enterré.
Parce qu'on a pris ces organes-là pour faire les grigiri pour Mamadi et pour Kilo. Pourquoi ils ont refusé que Toumba soit enterré à Conakry? Toumba est né à Conakry, grandi à Conakry, il ne connaît que Conakry. Mandiana, d'accord, c'est sa région d'origine, son père est quitté là. Mais Toumba, quand tu causes avec Toumba, j'ai un ami qui a fait médecine avec Toumba. Il dit que Toumba parle mieux Soussou que Malinki. Il dit Toumba, tout, c'est-à-dire culturellement, il est de Basse-Côte. Il dit, mais on a refusé de l'en tirer parce qu'ils avaient eu peur de l'engouement. Et ils avaient eu peur qu'on oblige l'autopsie. Le corps de Toumba, personne ne sait celui qui était dans le cercueil. C'est le même cas comme pour Sadouba. Mamadi, c'est un criminel né. Donc, quand vous voyez le comportement de certains, même les familles, il ne faut pas leur en vouloir. On est sous une domination psychologique par la force. Le peuple de Guinée est tenu par la force. Mais pour comprendre tout cela et pour désirer tout cela, il faut une lucidité collective. Parce que ça demande le courage. Nous devons nous poser des bonnes questions. Au lieu de se poser la question, pourquoi ces gens-là, aujourd'hui qui ont été victimes injustement par le régime, mais aujourd'hui ils font les propagandes pour ce régime-là. Posons-nous la question. Comment le régime fait jusqu'à transformer leurs crimes ou leurs victimes à leurs serviteurs? C'est la bonne question. Parce qu'un peuple qui est, disons, qui arrive à comprendre sa situation, comment les gens, on transforme les gens comme adorateurs de leur bourreau, le processus de transformation, quand tu expliques ça aux gens et que les gens arrivent à comprendre, ils vont bien comprendre le comportement ou le langage de certains. Parce que c'est quoi le pouvoir pour Mamadi? Parce que quand il y a une compréhension, il y a un éclairage collectif sur la situation du pouvoir en Guinée, les gens vont se rendre compte qu'au-delà même de l'arnaque, c'est un imbécile qui a pris l'arme. Mamadi n'a pas fait ce coup d'État-là parce qu'il aime la Guinée. Mamadi n'a jamais aimé la Guinée. Encore moins son développement. Mamadi, en faisant le coup d'État, il n'a pas de projet politique pour la Guinée, ni de vision pour la Guinée. Mamadi a fait ce coup d'État par un instinct de survie. Parce que Mamadi savait que le professeur Alpha Condé savait qu'il est impliqué dans l'affaire de drogue. Le professeur Alpha Condé, avant d'aller en Turquie, il avait tout le rapport. Il y a des ambassades, l'ambassade des États-Unis et de la France était au courant. Donc Mamadi savait que le professeur Alpha Condé savait, parce que ce n'est même pas la première fois. Il y avait eu des déclarations, mais c'est le professeur Alpha Condé qui disait toujours, ah, je connais les Guinéens maintenant, quand ils veulent détruire quelqu'un, il y a toujours les trucs là. Sinon Mamadi, tout le monde savait dans le milieu des officiers. On connaissait Mamadi. Parce que Mamadi, son lieu d'amusement, c'était chez Takana, à Koya, là-bas, vous savez, où ils font que fumer la drogue. Tu as 10 kilomètres, tu es même envahi par l'odeur de Nyembanyari, là. C'est là-bas que Mamadi passait tout son temps. Mamadi vit dans ça depuis quand les gens le connaissent. Donc Mamadi savait que le professeur Alpha Condé était au courant.
C'est Namori qui est venu le dire le samedi soir. Parce que Namori aussi, Mamadi il a dit, bon, quand je fais le coup d'État, vous êtes des anciens, tu seras le président, moi je serai ton adjoint, c'est ceci, cela. Donc ils ont promis Namori. C'est le soir du samedi et que le professeur Alpha Condé a reçu le fils d'Idriss Déby qui était venu prendre conseil. Donc Alpha a dit non, il ne faut pas passer le communiqué, le décret, parce que les Mamadi devraient être dissous, Namori, beaucoup de hauts cadres et puis beaucoup de ministres aussi devraient aller, plus de 110%. Donc le décret était déjà prêt. Donc Namori est venu dire à Mamadi, il dit si tu ne fais pas le coup d'État ce soir, la nuit du samedi, le 3 au matin, dimanche il dit ça serait trop tard. C'est comme ça que Mamadi a agi. Donc Mamadi n'a pas fait ce coup d'État parce qu'il a l'amour de... Ah mais il faut voir, vous savez, dans la vie, quand on te dit quelque chose est réel ou ce n'est pas réel, selon la version, il faut regarder le comportement. Parce que ce qu'on nous dit, il faut regarder les faits si ça correspond à la parole. Parce que Mamadi nous a raconté, mais qu'est-ce que nous voyons maintenant là? Tout ce qu'on a, disons, Mamadi a dit en prenant le coup d'État, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan de la défense, sur le plan de la santé, rien. C'est-à-dire, Mamadi n'a respecté rien et le pays est encore pire. C'est-à-dire, toi, tu viens traiter une maladie. Mais les remèdes que tu donnes, ça aggrave la maladie. C'est encore pire que l'état où la personne était à là-bas. Donc, Mamadi, c'est l'arnaque. C'est-à-dire, Mamadi, dans l'optique de tirer au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux gens, c'est-à-dire les plus naïfs entre nous, entre les Guinéens, il dit, je suis venu développer la Guinée. Et je n'ai pas de projet pour la Guinée, je n'ai ni la vision. Je vais suivre celui que je dénonce tous les jours, qu'il était mauvais. Parce que c'est le projet d'Alpha Condé. Mamadi est en train de... Vous savez pourquoi il n'a pas voulu rendre le portable d'Alpha Condé? Parce que ce qu'il oublie, celui qui conçoit un projet, celui qui a une vision, même s'il le met sur le papier, mais il y a ce qu'on appelle l'attitude personnelle ou l'habilité personnelle. Elle ne se transmet pas, elle ne s'écrit pas, c'est par le fait. L'expérience est personnelle. La méthode ou la démarche d'Alpha Condé est unique. Ce n'est pas transférable. Les réseaux qu'Alpha a construits, son réflexe, que ce soit émotionnel ou psychologique, est propre à l'homme. Et tout homme est unique sur cette terre. Tu peux voler les biens de quelqu'un, tu peux voler tous ces documents, mais ne te dis pas que tu vas interpréter exactement ou de bonne façon les papiers ou les connaissances ou les idées que tu es parti voler à l'autre. Ce n'est pas forcément le cas. Et surtout, quand tu n'as pas de prérequis. Parce que pour toutes choses, il faut avoir le minimum de base. Mais Mamadi est venu détruire même le peu qui était là. Quelqu'un qui n'a pas pu entretenir ou garder le peu qui était là, mais comment est-ce qu'il va construire de nouvelles œuvres? Mais regardez, le problème d'électricité en Guinée. Aujourd'hui, combien de quartiers à Conakry sont dans le noir? Comment comprenez-vous qu'à chaque fois, c'est les dépôts des déchets qui prennent du feu et tout ça? Donc, il n'y a jamais eu d'enquête.
On a vu le dépôt de Ratoma qui avait pris un certain moment de feu, mais personne n'a su qu'est-ce qui a donné ça, pourquoi a fait. Parce que les enquêtes, on ne le fait pas parce qu'on veut trouver directement le coupable. Mais on le fait aussi pour corriger les erreurs, pour ne pas que la même chose arrive. Mais il y a quelques mois, on a eu ça. Pas de suite. Tout récemment, il y a 2 ou 3 jours, celui de, je ne sais pas, c'est où, à Bessia ou bien où là, qui a pris le dépôt a pris. Il y a 4 ou 5 quartiers, des grands quartiers de banlieue là sont coupés de l'électricité. Et ça, c'est les milliards que l'État a dépensés dans ça. Les stocks de matériel qui étaient là. Parce que Mamadi a tout trouvé. C'est-à-dire Mamadi est en train de détruire la Guinée au vu et au su de tout le monde. Donc pour rester au pouvoir, il utilise d'autres manières aussi. Parce que le pouvoir, quand tu as un pouvoir que tu ne peux pas, tu sais que ce pouvoir est plus fort que toi. Et pour rester longtemps, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises les 3 leviers, c'est-à-dire diviser, effrayer et fatiguer la population. Tu divises la population pour bien et régner. Parce que tu te bases sur le pouvoir ethnique. Tu dis, ouais, c'est quand il y a crise de liquidité, tu dis c'est les commerçants peuls qui n'ont pas voulu faire la crise. Ou bien quand il y a texte, tu dis c'est la forêt, les gens qui veulent faire la guerre. C'est-à-dire Mamadi est venu orchestrer, c'est-à-dire il a rendu la division. Et je ne dis pas que la division ethnique n'existait pas avant lui, mais Mamadi est venu l'enfer d'une façon, disons, décomplexée, une arme de domination et d'humiliation des gens. Parce que Mamadi n'est pas venu pour une ethnie. Il utilise les ethnies pour consolider son pouvoir. Il utilise les Baouri, les Ousmane Gawal ou les Sindou Baldi pour détruire l'UFDG qui est apparenté à des partis Peul. Il utilise les Malinké, les Morikondé, le gars qui est au ministère d'administration du territoire, les Ouyasanda, pour détruire le RPG, la Haute-Guinée. Que voyez-vous? Donc Mamadi utilise les ethnies pour se pérenniser au pouvoir. Mais Mamadi n'est pas venu pour une ethnie. Mamadi, lui, il utilise, comme je dis, que les 3 leviers qui permettent à Mamadi de durer, pour lui de durer avec le temps, c'est la division, c'est créer la peur, c'est effrayer, parce qu'un peuple qui est effrayé, où on kidnappe les gens, on assassine les gens, c'est-à-dire au vu, au su de tout le monde voit, c'est-à-dire les gens ont peur maintenant. Donc quand le peuple est effrayé, il devient inactif, c'est-à-dire il abandonne, il se confie à Dieu. Il dit c'est ça que maman, les casses qu'il est en train de faire, les marchés qu'on détruit et tout ça c'est pour traumatiser le peuple. Parce que pour maîtriser ce peuple, il faut l'effrayer, il faut mettre tout le temps les pressions de kidnapping, les pressions de disparition, les pressions de tuerie, la casse des maisons, les raquettes, et tout est là. Maintenant, la question la plus importante, où Mamadi tire son énergie, là, c'est-à-dire ce qui donne la vitalité, c'est l'ination, c'est notre silence, c'est parce que on n'a pas coupé la chaîne de la peur, parce que le peuple est passif, parce qu'on n'est pas, disons, de façon générale, on ne se laisse pas. Mais on a vu en 2007 la grève générale qui a été déclenchée, qui a paralysé toute la Guinée.
il y avait des leaders qui étaient... Mais Mamadi est venu, il a coupé la tête de tous les leaders. Celui qui se lève, on vient, on te prend, on te fait disparaître. Donc pour Mamadi, parce que la révolte populaire, souvent il est spontané. Il n'y a pas quelqu'un qui a la tête. Certes, il faut organiser à un certain moment, mais ça viendra. Il y a des petites poches de soulèvement. On a vu à Kolabouni, on voit des fois vers Kouroussa, vers Sigiri et tout ça. Ça peut faire vaciller le pouvoir. Mais ça ne pourra pas faire tomber le pouvoir. Ce qui peut faire tomber un pouvoir, c'est la lucidité collective. C'est lorsque on arrive à comprendre de façon populaire, la Guinée, le citoyen guinéen arrive à comprendre et juger que Mamadi n'est pas venu pour la Guinée, Mamadi est venu pour lui, sa famille, et Mamadi est un narcotrafiquant. C'est cet éclairage-là que nous nous engageons à faire. Mais si on est nombreux à communiquer dans ce sens, parce que le peuple, ce n'est pas une représentation. Le peuple, le mot peuple est frais. C'est le comportement ou de l'action qui donne cette valeur ou ce symbole populaire. Mais actuellement, tout Guinéen conscient, vivant en Guinée, sait que les choses ne vont pas. Mais il faut que les gens se mettent devant pour expliquer à nos parents. Chacun de nous peut faire ça à sa manière. Parce qu'on n'a même pas besoin d'aller chercher les exemples ailleurs. Le problème de liquidité qui se passe là, la Guinée n'a jamais connu cela. Donc c'est notre travail de conscientiser, parce que le réveil de la conscience, c'est une démarche très lente, mais elle est efficace, parce que lorsque le peuple prendra conscience de sa situation, il saura que ce n'est pas fortuit, ce n'est pas par la fatalité. En ce moment, lui-même, il donnera la réponse à la question. Parce qu'il faut une révolte populaire en Guinée pour mettre ce groupe de bandits qui sont en train de détruire notre pays. Le pouvoir existe parce qu'on accepte comme étant un fait divin. Mamadi a mis en contribution certains sages et certains escrocs religieux là, en leur disant que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Dieu ne donne pas, mais ils ont oublié de dire que Dieu ne donne pas le pouvoir à un assassin. Dieu ne dit pas à quelqu'un, prends le pouvoir pour tuer ton peuple. Dieu dit, une seule personne, une âme perdue, tu vas directement à l'enfer. Ne tuez point, quel que soit le crime, parce que c'est pas toi qui donnes la vie. Mais combien de personnes, de centaines de personnes que Mamadi a tuées? On utilise un fainéant là qui est à Cancan, un Wahhabite là qu'on appelle Solo. Voilà les gens qui sont là, qui manipulent l'esprit de nos parents là-bas en disant que c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Mamadi. Et voyez-vous, la foi n'a jamais défendu un peuple. Dieu dit, agis, c'est dans tes actions que je vais t'aider. On ne peut pas s'asseoir tous les jours, dire Dieu viens m'aider, tant qu'on assis, Dieu ne va pas nous aider. C'est pourquoi la compréhension, la mobilisation collective et la lucidité qui nous fait comprendre comment est-ce que la Guinée est gérée par Mamadi, parce que lorsque tout le monde comprend le jeu de Mamadi,
savoir que Mamadi n'est pas là pour la Guinée, Mamadi est là pour lui-même, pour ses parents. On voit le comportement de sa jeune sœur ou de sa mère. Les gens dont le prix de voyage à la Mecque a été détourné par la mère de Mamadi et tout ça. Mais vous verrez, cette année, ils n'iront même pas. Mamadi distribue la richesse des Guinéens aux Vanoupiers pour que lui se maintienne au pouvoir. Ses parents, sa jeune sœur, là, sont eux qui sont en train de détruire la Haute-Guinée actuellement. Avec le problème d'or là, c'est elle qui donne les contrats des Chinois. Quand je vous dis la manière dont ces gens-là sont en train de détruire notre pays, vous n'allez pas croire. Mais comme je disais au départ, que quand la lucidité est collective, c'est le moment de basculer, enlever, disons, cette chaîne de la peur qui se déchire. Parce que les tyrans les plus puissants, leur peur, c'est la révolte populaire. Mamadi a dit à Alain Foucault, il dit tout ce qu'il a peur, c'est la révolte du peuple. Mais il faut cette prise de conscience collective. Parce qu'il faut que nous passions de l'étape de survie individuelle là, à la conscience commune. Il faut mettre fin à nos petites différences là. Dire moi, je me bats pour Alpha Condé, je me bats pour Selou, je me bats pour Sidia. Chacun se battra pour son leader lorsqu'on va éliminer complètement Mamadi. Mais tant que Mamadi est là, le mal est commun. Mettons nos efforts en commun pour liquider, pour dégager ce mal. Maintenant, on va reprendre nos activités politiques. Chacun ira soutenir son leader. Parce que les dictateurs, ils sont forts lorsque le peuple est divisé. Tant que le peuple est divisé, eux sont forts. Donc, il faut ce minimum, disons, de compréhension. Il faut que nous nous disons, parce que un peuple uni ne sera jamais vaincu. L'union d'un peuple, c'est un cauchemar pour toute dictature. Une fois que la masse cesse d'être une somme d'individus ou d'intérêts isolés, là, il devient une force inépuisable, une puissance qu'aucune bombe atomique ne peut détruire. Mais si tu as un peuple uni, tu n'as plus besoin d'armes. Si tu as un peuple qui est divisé, les armes ne servent à rien. Parce que l'arme la plus redoutable d'une dictature, ce n'est pas l'arsenal militaire, mais c'est les murs qui vont s'ériger entre les groupes ethniques là, c'est-à-dire la division des ethnies. Ils se nourrissent de ça. C'est l'union qui va faire tomber toute dictature. Parce que face à une dictature individuellement prise, on ne peut pas. Parce qu'il a la puissance publique, il a l'argent, la richesse du pays, il a volé. Il peut amadouer, il peut acheter les consciences des gens. Mais quand on est nombreux, tout un peuple qui a pris connaissance comment son pays est détruit, c'est le travail que chacun de nous doit faire auprès de nos parents, leur expliquer la vérité. Voyez-vous, c'est comme dans la nature. Un arbre seul est déraciné par un grand vent. Quand un arbre est là, il est seul comme ça, un grand vent vient et va tomber. Mais une forêt dont il y a beaucoup d'arbres, quand le vent vient, il ne brise pas toute la forêt. Il y a des arbres. Donc quand on est unis, on est plus fort. C'est dans cette force-là qu'on peut déraciner la dictature qui est Mamadi. Mamadi n'est rien, Mamadi n'est pas fort.
Mais c'est un système qu'il a mis autour de lui. Et ce système, il y a des acteurs dans ce système. Mamadi est fini. Ce n'est plus Mamadi qui est en jeu, mais c'est le système France-Afrique là qui a pris en Guinée en otage. La Guinée aujourd'hui, c'est les Français, les grands, il y a 20 entreprises françaises qui font partir des 440 français là, c'est-à-dire les plus grandes entreprises en France. Il y a 20 dedans qui sont en Guinée. Sur 50, il y a 20 qui sont actuellement en Guinée. Vous trouvez Bug dedans, vous trouvez Orange dedans, vous trouvez quoi? Il y a toutes les grandes sociétés là qui sont venues dans le mine en Guinée. Et ça s'est fait à la période de Mamadi. Vous croyez que sa femme là est là seulement passée? Fougou Fougou de Conakry, Kaloum là. C'est Deschamps, ils ont vendu ça à l'entreprise du supermarché Deschamps qui voulait installer là-bas. Mais ils ont retardé ça parce que les boutiques Deschamps qui se trouvent, ces supermarchés au Sénégal, ont été saccagés. Ils ont dit on va attendre un peu d'abord pour la Guinée. Ils ont dit après les élections législatives. Tout le coin Fougou Fougou. Vous avez vu, avant le coup d'État, Alpha Condé avait fait un moratoire sur Kaloum. Aucun domaine ne sera vendu à Kaloum. Si tu veux vendre, tu vas à l'État. C'est parce que c'est le centre administratif. Il ne faut pas faire le centre administratif comme étant la propriété des lobbies commerciaux de drogue et tout ça. Et Mamadi est venu avec le coup d'État, il a levé. Tout Kaloum aujourd'hui est baillé par les Libanais, par n'importe qui. Ça n'appartient plus au Kaloumka. Il y a beaucoup de gens qui... Mais allez-y aujourd'hui à Kaloum. Ce n'est même pas Kaloum seulement. Allez à Kipé, à la minière. Il faut que les Guinéens ouvrent les yeux. Je crois que je vais m'adresser maintenant aux plus jeunes d'entre nous. On dit souvent une jeunesse qui cherche la récompense immédiate au lieu de bâtir le lendemain, il finit toujours par produire un peuple sans horizon. Parce que c'est ce qu'on appelle la jeunesse bling-bling, c'est-à-dire ils sont pressés à avoir les voitures 4x4, ils sont pressés, ils mettent d'aller à Dubaï faire les trucs là. C'est pas, on construit pas l'avenir sur le superficiel. Ce n'est pas le matu vu qui va faire ton avenir. Dans un pays où les défis économiques sont très immenses, il y a crise de liquidité, la pauvreté est là, la misère, et que le pays est en train d'être baillé aux étrangers. Je crois que la jeunesse ne doit pas avoir un élan, disons, de passivité. Il ne doit pas chercher ce raccourci. Les mouvements de soutien, vous avez vu, aujourd'hui on vous retire même les véhicules qu'on vous a donnés. Ça n'a pas d'avenir. Une nation ne se construit pas par les gains éphémères, par les petits jetons. C'est pas comme ça qu'on construit une nation. Une nation ne se construit pas sur les opportunités de passage. Vous voyez vos amis en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, où ils font des rencontres des start-up, ils discutent sur l'entrepreneuriat, sur l'agro-business. Le domaine de l'Afrique se bâtit dans le concret. Il faut être réaliste. Chercher les récompenses avant de semer l'effort, c'est du gâchis. Quelqu'un ne peut pas vous dire qu'il est en train de construire votre avenir en vous distribuant des véhicules et de l'argent, en disant
une promesse de votre avenir et que votre présent est déjà détruit. Faut pas croire à ça. Vous êtes plus intelligent que nous. Nous, à notre jeunesse, à votre âge, il n'y avait pas, l'Internet n'était pas populaire. Il n'y avait pas Facebook. Les téléphones portables là n'existaient pas. Mais vous avez tout pour réussir. Le jeune de Conakry aujourd'hui peut prendre les cours ici à l'université Harvard. Ils peuvent suivre les cours de Sorbonne. Il sait comment ça se passe dans d'autres pays. Vous avez la chance d'avoir le monde au bout de vos doigts. C'est à vous maintenant d'avoir ce sens, disons, cette lucidité, cet esprit de conquête, parce que personne ne va construire votre avenir à votre place. Aujourd'hui, il y a certains jeunes, j'entendais l'autre fois, à Sigiri, il parle du développement durable. Je lui ai demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous appelez développement durable? C'est un communicant de CNN. Il dit, ouais, parce que la Guinée va rentrer. J'ai dit, quand on parle de développement durable, on parle de ce que nous, on peut laisser pour nos progénitures, pour les enfants qui viendront avec nous. Mais ce n'est pas en détruisant Sigiri comme ça, il n'y a plus de fleuve. Qu'est-ce que toi, tu vas laisser à ton bébé qui a 9 ans? J'ai dit, quand tu commences à respecter la nature, dans ta préfecture à Sigiri, tu dis aux gens de ne pas, disons, polluer le fleuve Bafing, de ne pas détruire les arbres pour ne pas mettre de mercure, pour détruire, parce que quand tu mets, les Chinois utilisent du mercure pour traiter l'eau, pour chercher de l'or. Quand cela s'infiltre dans le sol, il faut 20 à 25 ans pour que ce sol-là devienne productif. Tout arbre qui va pousser là-bas va pourrir et l'eau même n'est pas buvable. Actuellement, il y a combien d'animaux qui meurent? Deux fois, il y a des trous béants qui sont là. La saison des pluies qui arrive comme ça, il y aura combien de morts dans ces trous-là? Ils voient ça. J'ai dit donc, mais vous savez, les gens, ils parlent, ils disent certains mots, ils ne connaissent même pas le sens. J'ai dit donc, quand on parle du développement durable, c'est le contraire qui se passe à Sigiri actuellement. Partout en Guinée, Mamadi ne vient pas pour faire la promotion du développement, mais il est venu pour faire la promotion de la destruction. Nous sommes face au plus grand danger actuellement de la jeunesse guinéenne. C'est la résignation silencieuse. Tout le monde se tait. On s'adapte à l'injustice. On s'y habitue. Quelqu'un qui s'habitue à l'injustice, il finira par accepter l'injustice, c'est-à-dire la banalisation de la vie humaine. Quand il y a des morts aujourd'hui en Guinée, bon, ça s'est fait. Il y a eu combien de morts durant? Vous croyez que les Fonike et Bindola sont vivants maintenant? Ils sont morts. Mais on a banalisé tout. C'est-à-dire, on a rendu le Guinéen, c'est ce que le plus grand danger, c'est de tuer cette émotion, c'est-à-dire le risque, la peur du mal. On banalise en faisant le mal aux gens, on banalise, on dit non, c'est bon, c'est les anti-guinéens, c'est-à-dire on a inscrit ça dans l'esprit des jeunes, de sorte que ça ne dit rien à personne maintenant. Et quand la jeunesse, qui est censée être le symbole de l'indignation et du renouveau dans un pays, devient résigne et qui banalise même les cas d'injustice, ça devient inquiétant. Parce que il faut comprendre
que le véritable patriotisme ne réside pas à la plainte passive. Dire, ouais, mais qu'est-ce que je fais? Non. Le vrai patriotisme, c'est le refus conscient de la corruption. C'est le refus conscient de la passivité. Tu es fier quand tu dis quelque part, c'est mes grands-parents qui ont donné l'exemple à toute l'Afrique francophone que vivre digne et libre est mieux que vivre riche et esclave. En 58, on nous a appris ça. Ne perdez pas de vue que vous êtes les fruits d'une génération qui ont donné l'exemple à toute l'Afrique. Si la jeunesse abandonne aujourd'hui son rôle de sentinelle et d'acteur, c'est tout l'équilibre de l'État qui faillit, qui vacille. Parce que l'avenir d'un pays se forge dans la conscience des jeunes. Abdoulaye Wade disait, dites-moi comment votre jeunesse se comporte, je vous dirai quel sera l'avenir de votre pays. Mamadi est venu encourager la jeunesse guinéenne dans la facilité. Il vous a jeté dans l'amusement. C'est seul en Guinée qu'on entend soirée TikTok. Il achète au coût de milliards des billets pour les spectacles. Tous les grands artistes africains là viennent vous amuser. Vous savez pourquoi il fait ça? C'est pour vous empêcher de réfléchir. C'est pour vous empêcher de vous rendre compte que votre avenir est compromis. Donc, il vous jette dans l'amusement. Tous ces grands projets, si ce n'est pas aménager les plages, c'est vous distribuer des drogues. La prostitution est devenue, disons, un mode d'emploi en Guinée. Les jeunes filles, pour être embauchées, pour être payées à la fonction publique, celui qui te reçoit et te dit, bon, on passe au motel d'abord et tout. C'est-à-dire, tout est banalisé. Mamadi, il a détruit. Pas votre avenir, mais votre devenir. Mais c'est à vous de comprendre ça. Parce que vous avez des outils, vous avez des moyens pour comprendre. Mamadi n'est pas plus intelligent. Le plus bête, c'est Mamadi. Mamadi n'a pas dépassé le collège. Tout ce que vous avez aujourd'hui comme intelligence artificielle, vous avez tous les outils pour vous émanciper. Mais quand vous-même vous êtes complice à votre destruction, ça, laissez-moi vous dire, personne ne peut rien pour vous. Parce que l'excellence de la jeunesse, c'est quoi? C'est de se former, se spécialiser, se construire, créer des réseaux. Aujourd'hui, vous avez l'outil pour ça. L'Internet, les réseaux sociaux ne sont pas faits seulement pour les danses ou pour balancer vos photos ou tout ça. Ça vous ouvre, ça vous donne la clé du monde. Mais il y a aussi l'intégrité. Il faut avoir une preuve éthique. Même quand personne ne vous regarde. Vous n'êtes pas honnête pour être honnête, pour faire plaisir à votre père ou à votre mère. Ça fait partie de votre personnalité. Ne monétisez pas votre dignité en vous donnant 100 000, 200 000. On vous dit, mets-toi sur Facebook, insulte le père et la mère de ce dernier. Mais posez-vous la question, celui qui vous donne 500 000 ou 100 000, pourquoi il ne donne pas ça à son fils qui a le même âge que toi? Pourquoi il ne dit pas à son fils d'aller insulter les autres? Vous êtes les ambassadeurs de votre famille. Il ne faut pas vous laisser manipuler.
Même si vous avez des difficultés aujourd'hui, engagez-vous dans les activités, disons, génératrices de revenus. Créez vos réseaux, que vous soyez étudiant, élève ou diplômé sans emploi. Impliquez-vous dans la vie de la cité. Non pas pour prendre votre part, comme beaucoup le disent, mais pour apporter votre pierre à la construction de cet édifice. Parce que la Guinée, c'est vous. Parce que l'appel de cette relève, la relève de demain, c'est vous. Mais cette relève dépend de vous, ce que vous faites aujourd'hui. Parce que pour réussir demain, pour avoir le bonheur de demain, c'est aujourd'hui que tu dois commencer à préparer. Nous, notre génération a échoué. Nous n'avons pas eu les mêmes chances que vous. Mais vous n'avez pas droit à échouer. Vous devrez coûte et coûte réussir. Parce que chaque génération a une mission sur cette terre. Soit tu l'accomplis, soit tu l'as trahi. Votre mission pour l'Afrique, la Guinée, c'est de bâtir notre continent et donner cette dignité que personne d'autre ne doit venir piétiner la terre de vos ancêtres, l'Afrique aux Africains d'abord. Les restes, on ne rejette personne, mais quiconque ne vous respecte pas, dites-lui merde. Qu'il soit chinois, qu'il soit russe, qu'il soit français, américain, on s'en fout de la nationalité. La dignité n'a pas de nationalité. Très chers frères, jeunes de Guinée, la République, c'est une entité abstraite. Il est dirigé deux fois par les despotes. Mais cette République, elle est le reflet de ce que nous sommes collectivement. On dit une administration, une gestion d'un pays est l'image de ses dirigeants. C'est l'image aussi du pays. Vous voyez tous aujourd'hui comment notre pays est. Si nous voulons un horizon clair pour la Guinée de demain, nous devrons cesser d'être spectateurs de notre propre destin. Surtout vous les jeunes, vous devrez être les acteurs et les artisans de votre destin. Personne ne doit vous manipuler. La jeunesse guinéenne aujourd'hui a deux choix. Deux, il n'y en a pas trois. Être la génération qui regarde ailleurs. Lorsque Mamadi et ses amis sont en train de détruire la Guinée au vu et au su de tous, eux, par contre, par le courage et par la vision, décidés à être ces jeunes Guinéens. Ce jeune Guinéen dont Sékou Touré, c'était le 25 mars 84. Avant son décès, il nous disait ça au stade de Bonfi. Non, au stade de Colère. Il dit, c'est vous, la jeunesse de la Guinée. Il dit, je vous confie la Guinée et que la Guinée de demain sera votre œuvre. Ça a été le dernier mot que Sékou Touré a adressé à la jeunesse guinéenne. C'était au stade de Colère. C'est à vous de prendre cette relève. À vous, jeunes de Guinée. Si vous êtes décidés à bâtir la Guinée de demain, c'est aujourd'hui que vous devrez commencer. Parce que quand la jeunesse se lève
et que la conscience de la jeunesse se lève dans un pays, la République va se rétrécir. Mamadi est en train de détruire cette Guinée qu'on nous a léguée. Mais surtout, vous serez les plus perdants parce que nous, on n'a plus d'avenir avec lui. Mais c'est à vous, vous les plus jeunes. Nous nous battons maintenant pour vous. Nous nous battons à côté de vous. Mais nous ne pouvons pas nous battre à votre place. Très cher ami, c'est à vous. Le moment est venu. Discutez entre vous. Parlez entre vous. Vous avez tous les moyens de communication aujourd'hui. Engagez les discussions. Si vous voulez, vous pouvez nous inviter pour que nous intervenions avec nos petites expériences. Nous pourrons discuter avec vous, nous pourrons échanger avec vous. Parce que cette Guinée-là, elle est une unique. Il n'y a pas deux Guinées pour nous. C'est le seul pays qu'on a. On ne peut pas laisser quelqu'un d'autre venir détruire ce pays devant nous et puis il veut même la vendre la Guinée à la France. Donc c'est à nous d'agir maintenant. Pas demain, pas après-demain. Chacun, à sa petite échelle, peut faire quelque chose. Achevé. Bye bye. Merci beaucoup, très cher ami. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Guinée. À la prochaine.